Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Son prénom est celui d'une jolie plante vivace. Et la définition de vivace, c'est constituée de façon à résister longtemps. Et ça a déjà l'air d'être son cas. Son nom est celui d'un fruit plein de vitamines. Et de zeste, elle n'en manque pas non plus. Dans les deux cas, un prénom et un nom aux couleurs vives, autant que son insatiable envie de compétition et de défi. Ah oui, parce que son truc, c'est la précocité. Et on aimerait bien savoir pourquoi. La traversée de la Manche en optimiste à 15 ans, la mini-transat à 18, la solitaire du Figaro à 19. Bref, la plus jeune A, c'est presque son truc à elle. Son rêve aujourd'hui serait d'être au départ du Vendée Globe. En 2024, elle aura 23 ans, comme le Suisse Alan Roura en 2016, mais elle serait la plus jeune femme de l'histoire sur la ligne, si jamais. En attendant, elle s'est arrêtée pour notre rendez-vous. On est entre Port-la-Forêt et Rennes, qu'elle doit rejoindre pour suivre ses cours à l'INSA. La jeune navigatrice Violette d'Orange est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Violette. Bonjour Hélène. Tout va bien ? Très bien. On s'est servi un petit thé parce qu'il est tôt et ça fait du bien de boire un petit thé chaud. J'ai une première question qui est la question rituelle de ce podcast, Violette. Si je vous dis la voile et les femmes, la place des femmes dans ce sport, comme ça, à chaud, vous me répondez quoi ? Une place qui serait normale. À chaud, je répondrais ça puisque en fait, on a notre place dans le milieu de la voile. C'est quasiment le seul sport où on peut courir ensemble avec les hommes et sur lequel on peut se battre, puisqu'il y a bien sûr la question du physique pour les manœuvres, la technique, mais derrière il y a tellement de domaines, donc les réglages, la stratégie, la vie à bord, gérer le sommeil, gérer le mental. En fait, il y a tellement de domaines sur lesquels on peut performer que, en fait, on a notre place face aux hommes et on peut se battre avec eux et avec les mêmes capacités, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, cette place, elle est normale et il y a très peu de femmes dans le milieu de la voile, donc c'est sûr qu'il faut améliorer ça. Il faut essayer de porter un petit peu cette voix, de dire que voilà, on a notre chance et faut la prendre, quoi, faut la saisir. Alors nos auditeurs vous voient pas, moi je vous vois, mais je peux vous dire à vous tous là qui nous écoutez que quand on parle de ça, Violette, tu t'animes. Il y a quelque chose vraiment de très important. On va y revenir. On va se tutoyer, d'accord ? On va revenir aux origines un petit peu quand même. Quand on est de Rochefort, ou pas loin de Rochefort en tout cas, et sans doute donc pas loin de La Rochelle, c'est une évidence de faire du bateau. Ça a commencé comment ? En tout cas, c'était une évidence pour mes parents, puisque mes parents ne viennent pas du tout de ce coin-là. Mon père venait de la banlieue à Paris, et puis ma mère vient du Nord. Et en fait, ils sont venus vivre à côté de La Rochelle
pour justement qu'on puisse être proche de la mer. Et donc pour eux, c'était une évidence. Il fallait faire un sport sur la mer, soit du surf, soit de la voile. On a fait un peu des deux au début. Et en fait, moi, je suis la plus petite de la fratrie. Donc on est encore dans l'histoire de la plus jeune A. C'est ça, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et en fait, ils se sont mis à la voile. Et donc moi, j'ai un petit peu suivi. Enfin, mes parents m'ont dit, allez, ça sera plus simple si tout le monde fait de la voile. Et donc, en fait, ils nous amenaient tous les mercredis, tous les samedis au club de voile à La Rochelle. Et c'est ici que j'ai commencé, quoi. Et ça a été le coup de foudre pour toi? Ah, pas du tout. Pas du tout. Au tout début, j'ai pas du tout aimé mes premières années d'optimiste. Parce que mon grand frère et ma grande sœur étaient en kata. Et donc, déjà, c'était un peu plus fun. Ils étaient en double. Et moi, j'étais sur mon optimiste. Il fallait mettre la combi, me tremper avant d'aller en mer. J'étais encore une fois la seule nana dans tout le groupe d'entraînement. Et non, j'aimais pas trop la voile au début. Au bout de 2 ans, j'ai commencé à le dire à mes parents parce que avant, j'avais pas trop osé en parler et j'aurais dit bon, j'aime pas la voile. Alors, grande déception. Et ils m'ont dit bah, tu finis l'année. Et puis j'ai fini l'année, j'ai commencé quelques compétitions, les critériums, et j'ai vu que ça commençait à bien marcher. Et petit à petit, je me suis relancée dans une année suivante. Et puis petit à petit, comme ça, c'est devenu quelque chose qui a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et c'est vraiment devenu une passion. Enfin, aujourd'hui, je pourrais pas faire autre chose, mais ça a mis du temps quand même. Ça a bien mis 3-4 ans avant de vraiment trouver qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans la voile, quoi. Alors toi, tu es de 2001 et tu dis que même cette génération-là, qui est une jeune génération, il y avait déjà à l'époque, ou pas encore à l'époque, beaucoup de filles, même petites. Ah oui, on était. Moi, je me souviens que j'étais souvent la seule fille dans les groupes de voile en optimiste, en 420, on était 4 filles et il y avait une dizaine de garçons. Donc oui, on a toujours été en minorité et il y a eu plusieurs années où j'étais la seule fille du groupe. Et je pense que parfois ça a limite été une force parce que le coach tenait à moi et du coup il essayait vraiment de me pousser à réussir autant que les garçons. Et donc je pense que parfois ça a été vraiment quelque sorte une force et puis moi ça m'a beaucoup porté pendant justement les années d'optimisme. J'avais vraiment envie de battre les garçons parce que je savais que ça les énervait à chaque fois et chaque fois ça les rendait fous quand je passais devant. Donc ouais, une petite fierté. Ah oui, c'était mon objectif, c'était de battre certains garçons, ouais. Mais justement, quand on regarde les pages de ton site internet, les pages qui te sont consacrées, que tu as faites, moi, j'ai relevé 3 phrases qu'on va développer toutes les deux. Alors justement, il y en a une, elles sont dans le désordre, hein. J'évolue dans un monde masculin depuis l'âge de 6 ans, ce que tu viens de nous dire. Je me suis confrontée aux garçons dans un grand nombre de compétitions. J'ai même gagné avec ma coéquipière un national de printemps en 4-20 devant 66 bateaux et une large majorité de garçons. Pour que tu l'écrives, c'est que c'est important pour toi ? Pour que tu l'écrives en rouge sur ton site, sur la première page. Alors, il faut savoir que mon site, j'ai fait il y a quelques années déjà. Donc oui, c'était quand même assez important. En fait, souvent, en voile légère, il y a quasiment toujours un classement qui est séparé des garçons. Et je me souviens que ça m'avait frustrée à cette course parce que on terminait première en mixte et on a eu juste la médaille des premières filles. Et en fait, nous, c'est pas du tout ce qu'on vient chercher. Enfin, bien sûr, ça peut parfois aider d'avoir un classement féminin, mais en fait, on n'en était plus là avec ma coéquipière. On voulait juste être devant nos concurrents avec qui on s'entraînait toute l'année. Et du coup, je pense qu'à cette période-là, c'était assez important pour moi. Aujourd'hui, je pense pas que c'est ce qui est le plus important dans ma carrière, mais ouais, pour moi, le côté mixte est très important. Aujourd'hui, quand en Figaro, on me demande t'as fait combien en filles, c'est vraiment pas la question qui m'importe en fait. Vous avez été meilleure et plus forte comment et sur quoi avec ton équipière justement sur ce fameux national ? Je pense qu'on était... notre force, c'était d'être vraiment en symbiose et synchro à bord du bateau.
et on était vraiment à l'attaque en fait, et on était très fortes sur les départs. Et toutes les deux avec Camille Orion, donc ma coéquipière, on se complétait beaucoup. Elle était assez vive, moi j'étais plus dans les sensations puisque j'étais à la barre, et toutes les deux on avait vraiment un très bon fonctionnement et on était hyper réactives quoi. Donc ça marchait plutôt bien pour les départs, la stratégie, et puis on se faufilait dès qu'il y avait des phases où tous les bateaux se regroupaient au bouée par exemple, on se faufilait plutôt bien, donc voilà, ça fonctionnait bien. Et à l'époque, c'était comment le rapport justement équipage féminin, équipage masculin? Est-ce qu'on vous regardait un peu comme des extraterrestres ou c'était normal? Surtout le regard qu'on portait sur vous. Oh, je dirais à peu près. Enfin, nous, on était dans notre bulle depuis toute petite, donc je pense que j'ai du mal à prendre du recul, mais on avait plutôt une bonne place. Notre coach nous aidait bien dans ce sens-là, à vouloir essayer de battre nos concurrents masculins. Donc ça choquait personne, je dirais, qu'on soit à cette place-là. Et justement, c'était chouette de casser un peu les codes. Je ne sais pas s'il y avait eu beaucoup de femmes à gagner la CIMA, donc c'était le gros national de printemps. Et du coup, c'était plutôt chouette d'avoir réussi ça. Et voilà, nous continuons de se battre à fond. Donc. Mais justement, Violette, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ton parcours, qui est déjà grand et long, malgré ton jeune âge, c'est la pugnacité et la précocité. C'est les deux mots qui me sont venus quand j'ai lu plein d'articles et vu des vidéos sur toi pour préparer cette rencontre. On le disait en préambule, à 15 ans, tu te mets en tête... Bon, je ne sais pas d'où ça peut venir, de traverser la Manche et puis Gibraltar en optimiste. Alors, il faut quand même rappeler à nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément qu'un optimiste, c'est un tout petit bateau. C'est le bateau avec lequel les enfants commencent à faire de la voile. En gros, c'est 2 mètres sur 1 mètre. On est en 2016, c'est ça? Bon, ça vient d'où ce défi là? C'est venu d'une idée toute simple en fait. Moi, depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir une vie incroyable, de faire des tours du monde, de faire des traversées de l'Atlantique, d'aller grimper des montagnes, j'ai des exemples de Mike Horn, de Hélène MacArthur. Moi, depuis toute petite, j'ai ce rêve-là en tête. Et une fois, j'en discutais tout simplement dans la voiture avec ma famille, avec mon frère et mon père. Je disais, moi, quand je serai grande, je ferai la traversée de l'Atlantique. Je prendrai 1 an pour faire ça. Enfin, voilà. Et en fait, on s'est dit, mais ça serait énorme de faire un défi avec un optimiste. Et on s'est dit, l'idée est juste trop rigolote. Et du coup, on a réfléchi. Traverser l'Atlantique en optimiste, c'est quand même un peu compliqué. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Atlantique, certes, mais la Manche, c'est aussi l'endroit où il y a le trafic maritime le plus dense du globe. Il faut imaginer les cargos qui passent. Enfin, c'est fou, quoi. Mais c'est possible, la Manche, parce que c'est quand même une distance qui peut être assez courte. Donc, on s'est lancé dans le projet. Et au début, on voulait faire ça entre Calais et l'Angleterre. Et en fait, on n'a pas réussi. On a mis 1 an à avoir des autorisations que finalement on n'a pas réussi à avoir. Et on était prêts à partir. Et une semaine avant, ils nous ont dit non, vous faites surtout pas ça, parce qu'en fait, il y a un DST à Calais et on n'a pas le droit. C'est une zone interdite de séparation du trafic. Et du coup, ils nous ont pas vraiment dit qu'on avait l'autorisation, mais ils nous ont dit vous n'avez pas le droit de passer dans le DST. Si vous le faites à l'extérieur du DST, ça peut le faire. Et donc, on a décidé de faire entre Cherbourg et l'île de Wight. Là, ça représentait un défi 3 fois plus grand, parce que la distance était 3 fois plus grande. Mais en fait, c'était encore mieux. Le défi était encore plus grand et c'était génial. Et je me souviens, je suis partie à 3h du matin de l'île de Wight. Donc, on avait fait l'aller la veille avec un habitable, avec l'optimiste posé sur l'habitable. Et puis le lendemain, on est parti. Je me suis réveillée à 3h. J'étais complètement stressée. J'entendais toutes les drisses qui claquaient dans le port. C'était assez flippant. Et puis après, je suis partie. Et là, ils m'ont un petit peu sorti du port au remorquage. Et là, j'avais trop envie qu'ils me lâchent, du remorquage et que ça y est, que je parte pour ce défi. Et en fait, ce défi a été dingue. Moi, j'ai adoré la navigation de nuit. J'avais jamais fait ça. En optimiste, c'était fou. Je me souviens que je me guidais avec la lune. Après, il y a eu le lever du soleil où en même temps, je rentre dans le premier rail de cargo. Donc, je croise le premier cargo impressionnant. C'est des images qui sont marquées dans ma tête et je pense que ça a vraiment planté la petite graine de la course au large, ce défi.
Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube. Moi, j'ai regardé aussi les vidéos. Tu parles de la nuit, effectivement. Tu dis voilà, je suis un peu stressée, mais en même temps, tu dis je suis prête. J'ai vraiment la niaque. T'as pris quoi comme plaisir dans ce défi fou à 15 ans, on le rappelle? Je pense que c'est vraiment le plaisir de l'aventure, le fait de se dire je vais d'un point A à d'un point B toute seule avec mes propres moyens et ouais, c'est ça, de se retrouver au milieu de nulle part, de se dire qu'à un moment on est en galère puisque au milieu de la Manche, en fait, les vagues ont commencé à être importantes et puis je pense que le courant contre-vent, ça a encore augmenté les vagues et j'enfourne 2 fois en 10 minutes. Et je me dis, là, ça va être compliqué parce que quand on enfourne avec un optimiste, il faut savoir que ça se remplit d'eau à ras-bord. Et là, on doit se mettre debout parce qu'on ne peut vraiment plus avancer. Le bateau est entre 2 eaux, en fait. Et là, il faut écoper le plus rapidement possible. Le bateau se remplit en même temps. Et si on écope assez vite, le bateau remonte. Et là, on peut repartir. Mais c'est un effort, quoi. Il faut vraiment tout donner pendant 2 minutes à écoper tout le bateau. Et ça m'est arrivé 2 fois. Je me suis dit, ça va être long. Violette, on voit sur les vidéos justement qu'il y a l'habitable avec ton papa notamment. Il te suit, le bateau te suit. Évidemment, ton papa, tes parents, ils jouent quel rôle dans tout ça? Ils t'ont transmis quel genre de valeur ou quel genre d'envie pour que tu aies ces désirs de défis un peu fous? Alors, ma mère, elle m'apporte tout autre chose. Elle m'apporte vraiment autre chose que la voile, puisque pour elle, elle a pas du tout envie de monter sur un bateau. Ça le tente pas. Et je pense qu'elle est pas très à l'aise sur un bateau. Donc c'est plutôt bien parce que elle m'apporte autre chose. Et parfois, elle me fait penser à autre chose. Et puis, mon père, lui, il est... je pense que la chose la plus importante qu'il m'a apportée, c'est de me dire... t'as une idée. Moi, des idées, j'en ai tout le temps. Et je pense que sans lui, j'aurais peut-être pas osé, j'aurais peut-être pas eu les clés pour en fait enclencher les projets. Et je pense que mon père, il a été vraiment là. Il a été très important dans le sens où, ce défi, j'avais eu une idée comme ça en tête. Et lui, derrière, il m'a dit, oui, il faut le faire. Et il est allé en parler à mon premier partenaire qui me prêtait le bateau Airplast. Et le premier partenaire était à fond. Donc après, ils ont monté une petite équipe. C'est lui qui allait chercher les autorisations qui finalement on n'a pas eu. Et il a été un petit peu comme ça à me dire faut se lancer. Tu as eu une super idée. Si tu as vraiment envie de le faire, faut y aller. Et ça, plusieurs fois dans ma vie, il a été là pour déclencher en fait le projet. Et donc il a cette place-là. Il n'a pas du tout la place de coach parce que parfois beaucoup peuvent penser que c'est un peu le cliché du papa qui va pousser sa fille à faire de la voile, qui va la pousser à faire le Vendée. Pas du tout. Le syndrome du papa Williams avec ses 2 filles. Ah oui, c'est ça. Et en fait, non, c'est pas du tout l'objectif. Et pendant longtemps, du coup, je parlais pas de cette relation, du fait qu'il m'aide dans mes projets, parce qu'on avait peur de ce cliché-là. Et en fait, aujourd'hui, non, je le dis, il y a derrière les gros projets comme ça, il y a toujours quelqu'un. Il y a quelqu'un de la famille, un ami, une femme pour beaucoup de marins ou des parents. Mais il est là pour m'aider et me soutenir. Et dans ces projets-là, c'est tellement intense en engagement, il faut tellement tout donner, travailler le week-end tout le temps, que en fait, c'est souvent avec une personne proche qu'on fait ça. Donc il a ce rôle-là de me conseiller et puis de parfois dire on y va, on ose. C'est ça. Quand tu sors de cette traversée, j'insiste un peu dessus parce que faut quand même mesurer ce que c'est et puis je pense que c'est assez fondateur sur ce qui va arriver ensuite. Quand tu arrives, tu éprouves quoi comme sentiment? Est-ce que tu te dis que tu t'es prouvé quelque chose, que tu as prouvé quelque chose? C'est quoi le sentiment qui domine justement? D'être une jeune fille de 15 ans à avoir réussi ce truc-là? Pas du tout. En fait, quand je suis arrivée de cette traversée de la Manche, en fait, déjà j'étais un petit peu dans les vapes parce que j'avais fait 15 heures en optimiste et je pense que j'ai commencé à faire une petite insolation à la fin. Non, je suis arrivée très très fatiguée et en fait je comprenais pas trop pourquoi il y avait du monde à l'arrivée. Il y avait du monde, il y avait 15-20 personnes, mais des personnes qui avaient fait un petit peu de route et puis il y avait des journalistes et c'était la première fois, à 15 ans, j'avais encore jamais parlé à un journaliste et du coup je comprenais pas trop pourquoi c'était si important et puis même mon père qui me dit tu te rends pas compte mais t'as réalisé quelque chose.
Et en fait, moi, vraiment, je comprenais pas trop. Je me dis, bon, c'est une navigation de 15 heures, mais c'est pas trop. Et en fait, au final, je me rends compte dans ma vie qu'à chaque fois, on me présente comme ça, en fait. Et ça a été fondateur. Et puis, même avec du recul, je me rends compte que ça a planté la petite graine de l'aventure, quoi. Bah, tu vois, je ne déroge pas à la règle. Moi aussi, je te présente en parlant de ça. Tu dis aussi que à 15 ans, j'ai découvert comment réaliser un projet, l'importance de l'organisation, l'importance de la communication. Cette aventure-là, alors il y a eu Gibraltar aussi, bien sûr, ont été passionnantes et déterminantes pour me donner l'envie d'aller plus loin. Tu les construis comment, tes projets, Violette ? Bah, cette époque-là, j'étais encore assez jeune, donc en fait, heureusement qu'il y avait une petite équipe avec mon père et puis le premier partenaire qui m'aidait beaucoup. Mais en fait, je pense que j'ai vraiment commencé à construire mes projets et à les porter à partir de la Mini Transat, où là, on devient responsable d'un bateau, de sa vie à bord. Et là, j'ai fait des courses où je suis partie un petit peu toute seule. Et donc, j'ai commencé à vraiment prendre le projet en main, je pense, à cette période-là. Avant, c'était le défi de la traversée de la Manche, et puis l'année d'après de la traversée du détroit de Gibraltar. C'était encore un peu justement mes personnes qui m'entouraient qui portaient le projet, je pense. La famille. Mais j'ai quand même, je pense à cette période-là, j'ai découvert la communication. Le fait j'ai réalisé le TEDx l'année suivante. Donc voilà, quand je parle de monter un projet, j'ai commencé à comprendre un petit peu toutes ces clés-là, je pense. La communication, justement, tu fais pas mal de vidéos, je vois, tu partages beaucoup. C'est une histoire de génération aussi, c'est important, et puis ça fait partie de ton quotidien. Ouais, je pense que c'est une histoire de génération, parce que moi j'ai découvert YouTube hyper tôt, et j'ai vécu avec ça, avec toute l'évolution de YouTube par exemple, et je me suis dit un jour, mais ça serait énorme de se lancer là-dessus. Et puis il n'y a pas grand monde en fait dans le milieu de la voile qui s'est lancé sur YouTube. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je le fais à ma sauce. Et en fait, aujourd'hui, j'adore tenir ça, parce que je me suis créé un petit peu mon univers sur cette plateforme-là. Et puis du coup, on a découlé sur toutes les autres plateformes. J'ai vraiment mon personnage, et j'adore faire ça, j'adore faire mes montages. Et aujourd'hui, ça me crée des vrais souvenirs en fait. Là, j'ai fait le montage de la dernière solitaire du Figaro. J'ai passé 3 jours, je pense, à faire du montage. Donc à chaque fois, ça me fait perdre énormément de temps. Mais d'un autre côté, c'est trop important, parce que je sais que ces vidéos-là, je les regarderai, je sais pas, dans 20-30 ans. Et ça sera un vrai souvenir. Et donc voilà, je crée des souvenirs, en fait, quand je fais ça. Alors elle a un grand sourire hein, quand elle dit ça. Tu crées des souvenirs. Est-ce que c'est pas aussi une façon de se faire connaître ? Ah bah si, bien sûr. Après, c'est aussi... tout le côté d'avoir une communication originale. Et là, en ce moment, c'est pareil, j'essaye de développer le TikTok. Au début, c'est une plateforme qui m'a complètement... Je me suis dit, oh non, je ne veux pas me lancer là-dessus. Il y a encore plus de boulot, encore plein de choses à apprendre et à devoir travailler sur cette plateforme. Mais en fait, je me suis dit, non, il faut y aller, parce qu'il faut prendre cette place. Et en fait... après, on se prend au jeu, et puis on découvre un petit peu cet univers-là. Et pour moi, la communication, elle est importante. Et en fait, je m'amuse. J'essaye de ne pas faire des choses trop basiques ou trop classiques. Donc, j'essaye de m'amuser, et c'est comme ça que ça peut marcher, j'imagine. T'as quoi comme genre de retour ? Super bienveillant. J'ai vraiment des super retours là, sur les dernières vidéos. Ça commence en plus à prendre un petit peu en volume de fans, etc. Et en fait, ça me faisait un petit peu peur parfois. Enfin, quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais très très peur de me faire complètement clasher ou quoi. Et en fait, maintenant, les gens sont plutôt gentils. Puis maintenant, il y a beaucoup de modération. Enfin, je trouve que ça évolue, en tout cas, la modération dans les commentaires ou quoi. Et je trouve qu'il y a une super communauté. Et pareil sur toutes les plateformes en fait. Donc ça se passe plutôt bien. Et tu as une super communauté. Est-ce que tu as aussi des sponsors, des sponsors potentiels qui voient ça, qui t'envoient des petits mots, des messages, des contacts qui sont pris ? Bien sûr, et ça fait en quelque sorte cette communauté. Parfois, c'est un bon réseau aussi, parce qu'on rencontre des personnes qui veulent nous aider, qui veulent être bénévoles pour le projet. Et puis c'est comme ça, oui, bien sûr, c'est quand je vais voir un partenaire prospect pour le Vendée Globe, je lui parle de ça, et souvent c'est quelque chose qui est important, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises
entreprises qui aujourd'hui cherchent à se faire connaître auprès des nouvelles générations et qui cherchent à rajeunir leur clientèle ou quoi. Donc ça peut être important pour des entreprises. Donc en fait, la plus jeune à faire tout un tas de trucs, mais t'es surtout une youtubeuse en fait, Violette, hein, c'est ça? Non, je pense pas que je me présente pas encore comme une youtubeuse parce que en fait, aujourd'hui, il faudrait passer sa vie à faire des vidéos pour pouvoir vraiment espérer avoir quelque chose d'immense. Mais non, on va dire que c'est un passe-temps, c'est une petite passion à côté. Ta vie, elle est sur l'eau. Ah bah oui, ma vie, elle est sur l'eau. Mais je continuerai et je pense que si j'arrive à réaliser mon projet Vendée Globe, je vais filmer ça comme une youtubeuse, je pense. Dans la continuité de cette traversée un peu folle, 3 ans plus tard, il y a la Mini Transat. Là aussi, c'est pas rien comme baptême, on va dire, de la course au large. Alors là encore, hein, il y a pas mal de vidéos, grâce à tout ce que tu peux proposer aux gens. Moi, j'ai en tête l'arrivée de la première étape où tu te fais une grosse hallucination, où tu as l'impression que ça arrive à Las Palmas et tu comprends pas trop ce qui se passe. Enfin bon, c'est assez étonnant. Il y a aussi ce moment où tu dis c'est le pire moment de ma vie, j'ai plus d'électronique. Enfin, c'est vrai que c'est une étape qui est vraiment difficile, mais tu vas au bout. Puis tu vas au bout de cette mini, tu as 18 ans. Là encore, quelle marche ça te fait franchir? Je pense que le projet mini, c'était vraiment l'entrée dans le monde de la course au large et dans le fait de partir sur quelque chose de plus sérieux, d'un vrai projet. Alors on dit que c'est une mini transat, mais au final il n'y a que le bateau qui est mini. Enfin, tout le reste, on doit s'occuper de tout. On est un peu tout seul, on ne sait pas comment faire. Enfin, c'est là où on apprend tout en fait. Et déjà toute la préparation a été hyper compliquée parce que en fait au début je partais pour une mini transat dans 3 ans, donc en 2021, et au final j'ai fait mon projet en moins d'1 an, en 2019. Donc je suis partie jusqu'en Méditerranée pour faire toutes les courses, pour avoir la qualification. Donc déjà tout ce circuit avant la mini transat était hyper compliqué. J'ai couru dans tous les sens et en fait je suis partie comme ça sans savoir naviguer, sans avoir fait de course au large. Je suis partie sur les premières courses peut-être un peu en étant inconsciente, mais c'est comme ça aussi qu'on se lance. Et puis après, la Mini Transat, la première étape a été très très compliquée, puisque en fait j'ai perdu mon électronique au bout du 3e jour de course. Et au passage de Finistère, ça faisait déjà 2 jours où j'étais à la barre, je dormais pas, vraiment je pouvais pas lâcher la barre en fait, puisqu'il y avait plus de pilote automatique. J'étais en blackout, voilà. Et du coup c'était vraiment compliqué. Et en fait au bout du 3e jour, là j'ai commencé à halluciner et là j'ai rêvé. En fait j'ai fait un rêve éveillé de 5h du matin à peu près, je pense, parce que c'était le lever du jour, jusqu'à 17h, 18h. Et là, je me suis imaginé tout un truc, comme quoi il y avait un ouragan devant, donc il fallait qu'on s'arrête à Madère sur une île, et que j'avais vu des bateaux partir en remorquage. Enfin, j'étais complètement dans un rêve que j'ai construit pendant toute la journée. Et à la fin de la journée, j'ai réussi à... En fait, de temps en temps, je rallumais mon électronique pour essayer d'appeler des personnes autour de moi. Et à la fin de la journée, j'ai réussi à contacter quelqu'un. Et je lui dis, mais pourquoi on s'arrête à Madère? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, donne-moi des infos. Et il me fait, bah non, qu'est-ce que tu racontes? Continue, il se passe rien, ou t'as l'air fatigué. Et là, j'ai compris que j'étais en train d'halluciner et qu'en fait, c'était moi qui avais tout inventé. Et, tu t'es fait peur? Non, pas trop. Non, j'étais tellement dans un autre monde que j'ai pas eu peur. Et c'était dur physiquement de tenir ce sommeil et de rester éveillé, mais j'ai pas eu peur, non. Et puis je sais pas, j'avais un blocage, j'arrivais pas à pleurer en mer. Et je pense que des fois, j'avais vraiment ce besoin d'extérioriser, de crier, de pleurer. Et en fait, c'est qu'à l'arrivée, quand j'ai réussi à arriver jusqu'au bout, et j'ai vu mon père qui était à l'arrivée, que là, j'ai tout lâché. J'ai pleuré dans les caméras parce que, en fait, c'était fort comme émotion. Et en mer, on est tout seul, donc on peut pas trop la partager. Et c'est quand on la partage que tout de suite, il y a tout qui sort. Donc voilà, c'était une expérience très, très difficile. Mais c'était aussi... je sais pas, c'était une expérience de vivre ça aussi, de vivre l'hallucination, de savoir ce que c'est.
Et puis après, après cette mini où tu vas au bout, hein, on le rappelle, il y a la solitaire du Figaro. Alors là aussi, hein, c'est presque, je dirais, le passage presque obligé. Il faut qu'on soit baptisé à la solitaire du Figaro pour ses armes dans la course au large et aller plus loin. Puis alors là encore, tu es la plus jeune à faire la solitaire du Figaro. Violette, t'es pressée comme jeune fille? Peut-être un peu, oui. Mais en fait, pendant la traversée de l'Atlantique, il y avait ce challenge de CMB Océane qui approchait, et du coup, je voulais me sélectionner pour cette sélection. Enfin, j'avais candidaté à cette sélection, et pendant toute la traversée de l'Atlantique, j'y pensais. Je me disais, il me faut un projet après, donc je vais tout faire pour réussir, pour gagner cette sélection après. Et en fait, je termine deuxième, donc je vais en finale. J'ai fait les 2 semaines de sélection, c'était génial, j'ai adoré. Et puis je termine deuxième, pas très loin de la première. Et donc après ça, je me suis dit, bah en fait, vas-y, je vais tenter. Maintenant, en fait, le pôle m'a laissé une place. Il m'a dit, bah vous avez les trois premières filles, vous avez tellement bien navigué que vous êtes acceptées d'office au pôle. Et je me suis dit, bon allez, c'est une opportunité, j'y vais, je lance mon projet. J'ai lancé mon projet en perso, sans partenaire au début. Et c'était vraiment galère, mais comme il y a eu une petite porte entrouverte, bah, j'y suis allée en fait. Sur la dernière solitaire du Figaro, ta 3e, c'est pas rien déjà. Je rappelle que Violette a 21 ans, hein, bien sûr. Il y a un fait marquant sur cette solitaire, c'est que Élodie Bonafou termine sur le podium de la 3e étape. C'est la première française, première femme française à terminer sur un podium. Ça dit quoi ? Bah, c'est génial. En fait, moi j'ai trouvé ça génial. Alors, faut savoir qu'avec Élodie, on a été beaucoup en compétition, puis c'est elle qui gagne. Mais oui, justement, c'est pour ça que la sélection CMB du coup, qui gagne le projet. L'année suivante, on n'était que 2 femmes, donc tout de suite, c'était un petit peu, beaucoup de journalistes nous comparaient, laquelle va être devant, etc. Et puis en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout une concurrente. Enfin, je suis juste trop contente. Enfin, là, on a fait une très belle saison toutes les deux. Et sur la solitaire, elle fait une étape de dingue à la fin et elle s'est relevée peut-être après quelques étapes où elle était un petit peu moins à l'aise. Et du coup, je pense qu'on a eu toutes les deux notre victoire et ça, c'était trop chouette. Enfin, moi, j'étais trop contente qu'il y ait une nana qui arrive à faire podium. En plus, c'était pas des conditions où il n'y avait pas de vent ou quoi. Là, c'était conditions hyper costauds. Et en fait, on a été assez bien formés au pôle. On est des bons poneys, je pense. On a peur de rien, et quand il y a du vent, on attaque, quoi. Et là, ça a permis de prouver que c'est pas parce qu'on est une petite nana qu'on n'est pas hyper musclé ou quoi, enfin qu'on peut pas y arriver. Non, on a notre place, et elle a réussi à être autant à l'attaque que Gaston et Tom qui étaient devant, donc c'est trop chouette. Enfin, moi franchement, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment impressionnée et j'étais contente pour elle, quoi. Donc, voilà. C'est dur comment la solitaire du Figaro quand on est une femme? Parce qu'on sait que c'est dur. Alors c'est dur encore plus, à quel point? Je pense que c'est aussi dur pour les hommes que pour les femmes, déjà, parce que en fait le bateau parfois il est tellement grand que en fait on pourrait donner toute notre force. Enfin, il nous dépasse en fait dans tous les cas, le bateau, qu'on soit un homme ou une femme. Et je pense que on s'adapte plus. Nous, pour aller drisser le spi, mettre le spi à l'avant, on le fait au mât, et les mecs ils bourrinent derrière. Donc au final, je pense que niveau physique, on s'en sort pareil, dans le même état, c'est-à-dire qu'on termine autant cassé, on a autant mal au dos. Enfin, le plus dur, le plus physique sur le bateau, c'est de porter tous les sacs pour le matossage. Et donc il y a, je sais pas, à peu près 130 kilos avec les voiles et tout. Donc il faut toujours se protéger, et je pense qu'on bourrine moins que les hommes. Mais après, voilà, il y a ce côté physique qui est dur, mais pareil pour les hommes et pour les femmes. Et puis après, il y a tout le côté, ce qui est dur, c'est de gérer son sommeil, gérer sa lucidité. En fait, faut jamais être trop. Faut être lucide, et en même temps, faut dormir le moins possible. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un point difficile. Et puis parfois. Mais c'est difficile pour tout le monde. Mais c'est difficile pour tout le monde. Donc, je pense que la difficulté, elle est à peu près pareille. Ouais, je suis quasi sûre en fait.
quand je vois que, par exemple, je pense à Phil Harp, qui est un commando de la marine, et il arrive autant cassé que nous, quoi. Donc, je me dis que non, c'est juste, on a des techniques différentes, on fait les choses un peu différemment, et ça marche aussi bien, quoi. Et dans la nouvelle génération que vous êtes tous là, hein, tu citais aussi les garçons de cette dernière Solitaire du Figaro, il y a comment dirais-je, il y a une communauté de figaristes, hommes-femmes, on fait pas de distinguo. Ouais, maintenant, enfin, moi, je ressens plus de différence. Je ressentais une différence quand j'étais en voile légère parce que, justement, il y avait ce classement qui séparait les hommes et les femmes. Et là, en course au large, je ressens plus de différence. Et puis, je pense que maintenant que j'ai réalisé quelques années, les gens savent que c'est pas juste un projet passager ou que c'est pas juste un rêve. Là, j'ai créé ma petite place, je pense, dans le milieu de la course au large. Donc, moi, en tout cas, je sens enfin, ma place est normale, en fait. Tout simplement normale. Et puis, pour toutes les autres femmes aussi, enfin, là, on s'est, en plus, comme on était un petit peu plus nombreuses cette année, on s'est vachement soutenues entre nous. Il y a une très bonne ambiance entre les femmes. Il n'y a plus de compétition, il y a pas de classement. Donc, en fait, on s'en fiche, en fait. On est bien on a juste envie de faire le top 10 et d'être devant nos concurrents, quoi. C'est Samantha Davis aussi qui disait qu'il y avait une belle solidarité entre les femmes en IMOCA, notamment. Et voilà, tu dis la même chose pour le Figaro, pour les figaristes. C'est beau aussi, ça, cette solidarité-là. Ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Enfin, moi, je suis vraiment contente. On est quand même dans un sport et dans la compétition. Hein, donc, C'est ça, ouais. Et puis, même entre les femmes, entre les catégories, enfin, moi, je sais que c'est grâce à Samantha Davis, à Clarisse Kremer que je me suis dit que c'était possible en fait et que je pouvais y aller aussi. Donc, et puis aujourd'hui, je reçois des messages de jeunes qui sont en optimisme et qui me disent j'ai trop envie de faire comme toi et ça, je pense que c'est très inspirant entre nous. On s'inspire des autres et donc voilà, c'est trop génial. Et puis Samantha Davis, je me souviens qu'elle est venue m'aider au moment de la sélection CMB. Elle est venue me donner quelques conseils. Clarisse Kremer, j'étais allée la voir pour son départ de la Mini Transat. Donc voilà, on se pousse les unes les autres à monter en puissance et à réaliser nos rêves. Alors, je vais reprendre les fameuses phrases qui sont écrites sur ton site, même si tu dis que ça fait un petit bout de temps qu'il a été créé. Il y a cette deuxième phrase où tu dis « Il faut une bonne dose de volonté pour se lancer dans un projet voile lorsqu'on est une femme ». Alors, tu l'as dit, hein, aujourd'hui, évidemment, le rêve, c'est le Vendée Globe en 2024. Quand tu parles de bonne dose de volonté, on sent que c'est quand même pas si facile que ça. Est-ce que c'est pas si facile que ça quand on est une femme, même encore en 2022 ? Alors, je dirais que des fois c'est plus facile, des fois c'est moins facile. En fait, face à par exemple des partenaires, parfois j'ai senti que ça avait un intérêt d'être une femme. Enfin, c'est un peu le côté discrimination positive, c'est qu'en quelque sorte on a plus de chances d'être visible dans la communication. Et puis je joue aussi avec ce fait-là d'être la plus jeune. C'est aussi une opportunité pour réaliser un projet qui va être très visible sur le Vendée Globe. Et donc parfois c'est une force d'être une femme et je pense qu'il faut l'accepter, il faut aussi mettre ça en avant. Et puis parfois on sent que on nous fait un petit peu moins confiance ou en fait ça colle un petit peu moins, ou le partenaire se dit justement c'est juste un rêve passager, ça lui passera dans 2 ans et elle va pas aller au bout ou quoi. Donc je pense que j'ai été face à 2 situations en fait. T'as entendu quoi comme genre de discours justement ? C'est jamais vraiment direct, c'est du feeling. On sent qu'il y a une petite méfiance ou alors on nous répond pas et on nous fait des promesses et puis après on nous rappelle pas trop. Donc c'est jamais direct en tout cas. Et toi, tu tiens quoi comme genre de discours pour aller convaincre justement ? Je sais pas, j'essaye vraiment de leur faire passer le message que je suis déterminée quoi, et que je vais rien lâcher. C'est vraiment le message, je vais vraiment rien lâcher, et ça c'est le plus important que j'essaye de faire passer dans mes présentations quand je rencontre une personne quoi. Et après si la personne ne le voit pas comme ça, c'est que ça peut pas marcher, donc je passe à autre chose, mais voilà. Il y a des choses qui peuvent te faire baisser les bras ?
Non, très peu. Enfin, comme ça, je sais pas. Non, je sais pas. Non. Un refus ou une non-réponse d'un partenaire potentiel, ça te fait pas baisser les bras, ça te fait pas douter. Bah, en fait, on est obligé de se prendre tellement de portes avant d'arriver à avoir un partenariat. Enfin, en ce moment, je suis clairement entre la transition entre le projet Figaro et le projet Vendée Globe. Donc, j'ai rendu mon Figaro hier. Et on est toujours en recherche du partenaire titre pour le Vendée Globe. Et là, les échéances approchent de plus en plus. Donc, c'est une période stressante. Mais en même temps, on donne tout, quoi. On se prend plein de portes, mais on continue, quoi. Et je sais qu'il y a un partenaire qui va être partant pour cette aventure. Faut juste le trouver, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, mais on met beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans et ça va marcher. Je pense que, ouais, enfin, moi, j'y crois à fond. Je suis très positive et mon père, il est un peu comme ça, aussi à se lancer, à se dire ça va le faire, ça va le faire. Mais voilà, pour l'instant, on en est arrivé jusque-là grâce à cette énergie. Donc, je me dis que ça peut le faire pour le Vendée. J'ai une petite question qui me vient comme ça, là. C'est quoi ton plaisir quand tu es sur l'eau, quand tu es à la barre de ton bateau? Bah, moi, j'adore les... Il y a plein de choses, hein. Mais je pense que j'adore déjà le fait de se lâcher, de tout donner sur la compétition et de sentir on est dans l'action, quoi. J'adore ce sentiment-là. Et après, j'aime beaucoup les moments aussi vraiment d'aventure où on passe des coins juste magnifiques, ou alors il y a le lever du soleil et juste on est tout seul au milieu de ça. Et c'est dingue. Enfin, je vois des trucs... Enfin, c'est extraordinaire, je trouve. Et du coup, je pense que c'est mes deux grands plaisirs. C'est être à fond dans la compétition et en même temps, parfois, de se dire attends, mais c'est juste magnifique autour de moi et c'est incroyable. C'est quoi, si tu devais nous raconter un moment, alors il y en a eu énormément, hein, bien sûr, mais là, qui viendrait, un moment de plénitude à la barre de ton bateau? Là, récemment, je pense à une compétition où c'était la Sardina cette année, on était en double. Et en fait, c'était pendant les épisodes de canicule cet été. Et en fait, il y a eu quelque chose, c'était assez magique, parce qu'en fait, on est remonté du Portugal jusqu'à la France, et on est passé à un moment où il y avait énormément d'orages. Donc le vent est monté très très vite. On n'avait pas les conditions météo, la prévision. Donc on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Et ça pouvait monter jusqu'à 50, 60. Enfin, on ne savait pas trop. Donc c'était un mélange de stress. Et on se disait, mais en fait, ça se trouve, là, on va vraiment au carton. Mais d'un autre côté, c'était magnifique. En fait, il y avait des orages qui grondaient avec enfin, vraiment un petit peu comme dans les films Stranger Things ou quoi. C'était assez bizarre, assez impressionnant. Et puis d'un autre côté, il y avait, comme c'était un épisode de canicule, il y avait du plancton très fluorescent et l'eau était bleue. Enfin, dès que ça déferlait, on voyait l'eau complètement illuminée. Enfin, c'était trop bizarre et énormément de vent dans tout ça en fait je suis partie aller matosser, je sais plus, faire quelque chose à l'intérieur et c'était Julien Pulvé qui tenait la barre et puis à un moment il me dit, et quand je suis ressortie il me dit mais regarde comment c'est, enfin on était dans le stress, dans le feu de l'action, on se préparait à mettre des riz si jamais ça montait et puis là il me dit mais regarde en fait on est sur une autre planète quoi. Et c'est vrai que ça c'est une image qui m'a marquée cette année. Et après il y en a eu plein d'autres sur toutes les compétitions. Il y a toujours une phase où là, on profite juste et on se dit, mais wow, c'est dingue. Je peux vous dire que ses yeux noisettes pétillent quand elle raconte ça. On sent que ça t'anime. En tout cas, c'est très communicatif, hein, évidemment. Je vais continuer avec les phrases de ton site parce qu'en fait, elles m'ont beaucoup inspirée. Je les trouve très vraies. Elles sont aussi pas mal dans notre thème et dans le thème de ce podcast Navigante. Tu dis, et on en a déjà parlé, hein, la voile est un des rares sports mixtes, évidemment. De grandes femmes ont montré la voie. Je suis prête à relever le défi. C'est quoi le défi dont tu parles? Moi, c'est le Vendée Globe, je pense. Je pense que c'est oui, le défi du participer au Vendée Globe, assez jeune, assez... Enfin, ouais, je pense que c'est ça. Enfin, c'est un peu mon rêve ultime. Et après, en réaliser plusieurs, on verra. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est réaliser les plus grandes courses de la course au large. Au moins, ça c'est clair et net. Hein, très bien.
Et tout à l'heure, tu parlais de Samantha Davis, tu parlais de Clarisse Kremer. Il y a des modèles comme ça qui ont jalonné ton parcours ou qui ont pu être des modèles quand tu étais toute jeune ou des personnes que tu as pu rencontrer après qui t'ont persuadé, qui t'ont convaincu que c'était ça que tu voulais faire. Je me rappelle en fait, j'allais voir tous les départs du Vendée Globe. Enfin, depuis que je suis toute petite, je suis les départs du Vendée Globe. Et je me rappelle un départ où Samantha Davis était sur Roxy. Moi, je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, donc elle ne se rappelle absolument pas, mais elle m'a signé un t-shirt que j'avais marqué Roxy. Et je me souviens que ce t-shirt-là, je l'ai gardé en souvenir. Et je me suis dit, elle est dingue, enfin, elle est trop forte, quoi. Et je pense que oui, ça a planté des graines. Et puis après, en fait, je suivais le départ du Vendée Globe parce que mon père a fait ses études avec Jean-Pierre Dick et ils étaient très amis pendant toutes leurs années d'études. Et quand Jean-Pierre Dick s'est lancé dans ses projets Vendée Globe, mon père l'a un peu accompagné il faisait toutes les newsletters, enfin, il l'aidait dans l'équipe. Et du coup, j'étais toujours là à chaque départ et je pense que Jean-Pierre Dick m'a aussi un petit peu montré cette voie-là, notamment après le lycée où je réfléchissais entre... je devais choisir entre soit le 4-7, soit la course au large, la mini transat. Et puis il m'a dit, fais la mini transat. Et puis si ça te plaît pas, tu retourneras en 4-7. Mais faut choisir cette voie-là d'abord. Et donc je pense que voilà, il y a des personnes qui m'ont un peu accompagnée comme ça, qui m'ont donné le goût du large. Et aujourd'hui, il y a Jean aussi qui m'aide, Jean Lecam, qui va m'aider pour le projet Vendée Globe où je vais récupérer son bateau et c'est un honneur de pouvoir récupérer son bateau parce que je pense qu'il ne le laisserait pas à n'importe qui et il va m'aider à le prendre en main. Et puis dès la première navigation qu'on a faite, il m'a laissé en faux solo faire le premier virement. Il m'a dit allez, tu fais le virement, allez, tu fais l'empannage et en fait il m'a fait confiance assez naturellement et donc c'est génial ça me met en confiance et ça me permet de me dire c'est possible en fait. Enfin, je vais apprendre et c'est un défi qui est immense pour moi, mais ça m'impressionne beaucoup. Mais d'un autre côté, en faisant bien les choses, en avançant petit à petit, en me préparant avec les meilleures personnes, je vais y arriver, quoi. Je vais arriver à maîtriser ce bateau-là, quoi. Outre cette confiance qu'il peut te donner, Jean, et puis c'est pas rien d'avoir la confiance d'un monument comme Jean Lecam, et c'est très important pour pouvoir continuer. Vous avez quoi comme genre d'échange tous les deux justement? Je dirais que déjà en mer c'est l'échange le plus facile. À terre il parle beaucoup de technique et moi c'est vrai que je suis pas encore très à l'aise donc je comprends pas tout ce qu'il dit quand il me parle du bateau ou quoi. Enfin, j'ai encore un peu de boulot là-dessus, mais en mer c'est un échange très simple. Je lui pose une question. Si la question est bête, il me répond pas. Si la question est à distance, il va me répondre. Il va m'expliquer quoi. Et je pense que c'est génial pour prendre en main le bateau. Et puis là, par exemple, pendant un entraînement, on s'est entraîné avec. Donc on a un petit collectif avec Benjamin Ferré, Eric Bellion, et on a commencé à faire un entraînement d'empannage. Et je sais plus lequel, mais il y en a un des deux entre Eric ou Benjamin qui a fait une cocotte. Il a dit mais c'est très bien, on fait la cocotte, laisse-la faire. Bon voilà. Maintenant comment on se débrouille pour se dépatouiller d'une cocotte. Il nous a expliqué. On a réussi à s'en sortir et puis il nous apprend des choses qui sont essentielles et il y a une vraie transmission et je suis contente que ça se passe très bien en fait. Donc voilà. On verra. De faire partie de ce petit groupe qui peut recevoir ces précieux conseils. Ça aussi, c'est une petite question rituelle que j'ai dans Navigante. Toi, avec ton regard de jeune navigatrice, tu penses ou tu crois qu'il faudrait mettre quoi en place justement pour qu'il y ait un peu plus de femmes dans la voile? Tu disais on n'est encore pas assez nombreuses. Toi, tu vois ça comment? Je pense que déjà qu'il n'y ait pas de classement femmes, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de ne pas séparer et de montrer qu'on peut se battre avec les hommes. Je pense que ça c'est important de le garder. Et après... je pense que les filières de sélection, ou là, notamment Massif qui a ouvert une filière pour les femmes, je pense que c'est une très très bonne chose parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de candidates qui
qui en veulent, quoi, ouais. Et en fait, on se rend compte que ça permet de révéler des personnes et ensuite, ça permet d'en inspirer d'autres. Et donc, je pense que c'est assez vertueux. Voilà, donc je pense que c'est des très bonnes choses, ça. Ouais. C'est bien, on note dans notre petit carnet à suggestions que vous nous livrez toutes les unes après les autres. Tu te vois comment dans 2 ans, Violette ? Sur le Vendée. Sur le Vendée Globe en 2024, je me vois sur le gros bateau. Pourquoi pas dans le milieu de l'Atlantique, là, en train de descendre. Et non, c'est quelque chose auquel je pense énormément et je m'y vois vraiment. Donc, je réfléchis, je me dis comment préparer ça au mieux. C'est un objectif. Maintenant, c'est plus un rêve, c'est un objectif. Donc, je me vois là-dessus et puis après, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ton envie et ta motivation, en tout cas, est très communicative, sont très communicatives. On va te laisser filer à Rennes, parce que là, il y a des cours d'ingénieurs là, qui t'attendent. Il va falloir rattraper les maths. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le bateau et puis aussi la fac à Rennes, à l'INSA. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les semaines à venir ? D'arriver à finaliser le projet, je pense. Ouais. C'est peut-être un petit appel aussi à ceux qui aimeraient soutenir une jeune femme sur le Vendée Globe, c'est de me contacter. Oui, c'est ça. C'est là en ce moment on est à fond là-dessus et je croise les doigts et je pense que ça va le faire. Il faut beaucoup d'énergie encore. Merci beaucoup. On te souhaite plein de bonheur. On te souhaite d'être sur la ligne de départ. On te souhaite d'être amarré à Port-Olona en 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un honneur d'être sur ce podcast. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.